20h sur les antennes de la télé Futur Média et c'est parti pour le sommaire de ce journal. L'appel du fils d'Alkali Cissé à l'endroit des autorités sénégalaises pour sauver son père extradé en Arabie Saoudite. Abdoulaye Cissé déplore l'inertie du ministère des Affaires étrangères qui affirme avoir joué son rôle dans cette affaire. Moustapha Cissé Lo en phase avec la liste présentée par le khalife général des Mourides pour les locales de juin prochain. Au même moment, le COSEF et l'AJS soutiennent que les autorités doivent refuser les listes qui ne respectent pas la parité. Les Nations Unies condamnent fermement la prise d'otages des élèves au Nigeria par le Boko Haram. Pendant ce temps, une vingtaine d'organisations de la société civile réunies ce matin à Dakar ont exigé leur libération immédiate. Et puis la 11e biennale de Dakar ouvert ce matin dans la capitale sénégalaise. Les autorités de cette manifestation culturelle ont réclamé l'ouverture d'un musée d'art contemporain. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors Léa, nous démarrons ce journal avec le cri du cœur d'Abdoulaye Cissé, fils d'Alkali Cissé. Cela après l'extradition de son père en Arabie Saoudite. Abdoulaye Cissé, dont le père est incarcéré depuis septembre 2012, pointe du doigt l'indifférence des autorités sénégalaises face à cette situation. Ce à quoi le ministère des Affaires étrangères rétorque ne pas être impliqué dans cette affaire. Chérif Dia, Mohamed Dia. L'élément donc qui n'est pas encore en place, donc on passe au prochain élément. Non-respect de la parité sur les listes électorales au Conseil rural de Touba, l'association des juristes sénégalaises et le Conseil sénégalais des femmes montent au créneau. Même si elle n'a pas nommé le cas de Touba, elle invite les pouvoirs publics donc à faire respecter la loi. L'AJS et le COSEF estiment que toute liste qui ne respecte pas la parité doit être déclarée irrecevable. Fatou Kamara, présidente de l'AJS, au micro de Chérif Dia. Il y a des institutions, des assemblées pour réfléchir ensemble à ce qui va faire progresser la communauté. Il est important que tous les membres de la communauté y siègent. C'est ça la démocratie. Et la démocratie, c'est ce qui fait avancer un pays dans la paix sociale et la prospérité. C'est tout ce que nous voulions rappeler. Et féliciter aussi la Sénat qui a eu une position responsable, républicaine, de dire que nous sommes là pour faire respecter le code électoral. Et vraiment, je les félicite d'avoir pris cette position. Et nous espérons que vraiment, au plus haut sommet de l'État, le même discours va être. À partir du moment où on parle des droits fondamentaux de la personne humaine, ils sont universels, ils sont inaliénables. On ne peut pas les donner, on ne peut pas les négocier, on ne peut pas les marchander. C'est toute personne, du seul fait qu'elle est un être humain, qui a ses droits, y compris le droit de participer. Quand on parle de droits politiques, qui font partie des droits de la personne humaine, c'est le droit de participer aux décisions qui vont affecter sa communauté, sa vie. Donc ça, c'est un droit sur lequel on ne peut pas négocier. Mais il faut aussi que tout le monde comprenne que ce sont des droits qui nous font progresser, quelle que soit la liste. Si elle ne respecte pas la parité, elle doit être déclarée, comme le dit le code électoral, irrecevable. Et puis Moustapha Cissé Lo donc qui plaide pour que cette liste présentée à Touba passe. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale donc soutient que les autorités compétentes étaient averties que le khalife général des Mourides ne souhaitait pas la présence des femmes dans sa liste. Je vous propose de suivre donc le deuxième président de l'Assemblée nationale, vice-président de l'Assemblée nationale, au micro de nos confrères de la radio Futur Média. J'accepte ce que le marabout a dit, parce que le marabout Serigne Cheikh Sidi Mokhtar avait déjà dit qu'il ne souhaitait pas avoir des femmes au niveau de la liste de la communauté rurale de Touba. C'était des questions de principe. Les principes sont fondés sur les chartes de l'histoire. Donc, le marabout ne peut pas accepter qu'on parle de parité ou d'égalité entre l'homme et de la femme. Nous avions informé les autorités en son temps pour leur dire que le khalife général des Mourides ne souhaite pas avoir des femmes sur la liste. La loi sénégalaise dispose que la parité doit être intégrale. Donc, il y a une confrontation du vœu et du souhait du khalife avec la loi. Donc, nous l'avons observé tous ensemble comme ça. Mais moi, en ce qui me concerne, si j'étais à la tête de l'État, j'aurais plaidé pour que cette liste passe comme le souhaite le khalife général des Mourides. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des lois qui sont là, parce que l'alcool
n'est pas une boisson interdite au Sénégal, la cigarette non plus. Mais à Touba, si on boit de l'alcool, on va en prison. C'est pour ne citer que cela. L'autre problème est que Touba est dans le Sénégal, mais il y a des lois à Touba qu'on ne peut pas appliquer dans d'autres localités. C'est un titre foncier qui appartient à Khadim Rassoul. Donc, seule la volonté ou le vœu du calife général prime sur les autres choses. Donc, je souhaite en tout cas que les gens sachent raison garder et laisser la liste tranquillement du calife comme le souhaite le calife général Diamou. C'est ma pensée. Moustapha Cissé Lo, deuxième vice-président à l'Assemblée nationale. Les procédures de transparence dont la passation de marché ont été respectées, Léa, dans l'affaire Nécotrans. C'est l'avis du directeur général du port autonome de Dakar. Cher Kanté s'exprimait en marge de la cérémonie de remise d'un chèque de 2 millions de francs CFA de la société Nécotrans. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia et Mohamed. Tiens. Ces manutentionnaires ne vont plus payer de redevance domaniale. Il n'y aura pas de perte d'emploi. Les normes d'exploitation en matière environnementale vont être respectées. Donc ça veut dire que durant ce domaine d'activité stratégique-là, le port de Dakar sera prédisposé à être le port le plus compétitif de la côte ouest africaine. Un modèle juridiquement robuste, économiquement viable, socialement équitable, parce qu'il n'y aura pas de perte d'emploi, on va plutôt en recruter, et environnementalement sécurisante. Chien aboie, mais la caravane passe, ça c'est sûr. Et l'État prendra ses responsabilités. En tout cas, tant que Mangifi, je prendrai mes responsabilités, parce qu'on ne peut pas se superposer ou transcender la puissance étatique. Je vous le disais en début d'édition, le cri du cœur d'Abdoulaye Cissé, fils d'Alkali Cissé, donc cela après l'extradition de son père. Abdoulaye Cissé donc, dont le père est incarcéré depuis septembre 2012, pointe du doigt l'indifférence des autorités sénégalaises face à la situation, ce à quoi le ministère des Affaires étrangères rétorque ne pas être impliqué dans cette affaire. Chérif Dia. C'est un fils désemparé qui s'est entretenu avec Radio Futur Média quelques heures seulement après l'extradition de son père Alkali Cissé en Arabie Saoudite par le Maroc. Abdoulaye Cissé pointe du doigt les autorités sénégalaises. Parce que l'Arabie Saoudite a l'Arabie Saoudite est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Et puis mon père est gravement malade. Est-ce qu'on lui permettra également de prendre ses médicaments correctement? Je suis très inquiet, raison pour laquelle je me pose toutes ces questions. Il était resté serein, croyant que l'État du Sénégal allait respecter sa promesse de l'aider. Mais le Sénégal est le dernier à être au courant de l'extradition de mon père. Le ministère des Affaires étrangères confirme l'extradition de l'ancien député libéral, mais s'inscrit en faux contre les accusations de son fils. Alkali Cissé, l'ancien député, a été extradé hier, jeudi, à 22h30, à partir de l'aéroport Mohamed V de Casablanca, vers l'Arabie Saoudite. Peut-être il a réagi sous le choc. Mais vous savez que la diplomatie ne se traite pas sur la place publique. Quand il y a une chose très importante dans ce sens, ça se traite au plus haut niveau. Pourtant, le département des Affaires étrangères dit s'être impliqué dans cette affaire. Compte tenu des accords qui lient les deux pays, on ne peut pas demander son maintien au Maroc ou bien son rapatriement vers le Sénégal. Maintenant qu'il est parti, nous allons continuer, bien sûr le chef de l'État va continuer à actionner ses leviers diplomatiques, à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour lui éviter l'emprisonnement ou bien autre peine. Alkali Cissé, détenu au Maroc depuis septembre 2012, serait impliqué dans une affaire d'escroquerie en Arabie Saoudite portant sur une somme de 2,5 milliards. Interpol s'est même chargé de son extradition en Arabie Saoudite où il risque gros. Et puis le kidnapping des 200 jeunes filles au Nigeria, les Nations Unies condamnent sévèrement l'enlèvement perpétré par les djihadistes de la secte Boko Haram. Les chefs de mission de l'ONU en conclave à Dakar ont annoncé des stratégies pour mettre fin à de tels agissements dans la sous-région. Compte rendu signé Ali Oulkan et Younous Diatta.
Les Nations Unies condamnent l'enlèvement des 200 jeunes filles au Nigeria par la secte Boko Haram. Elles comptent mener une lutte collégiale pour mettre fin au terrorisme. Les Nations Unies se sont mis en contact avec les autorités du Nigeria pour réitérer leur disponibilité à apporter tout le soutien dont ils sont capables pour aider le Nigeria à faire face à ce défi qui concerne le Nigeria certainement parce qu'il affecte ce pays, mais qui aussi concerne toute la région, toute la communauté internationale. Vous avez vu qu'un certain nombre de pays membres des Nations Unies ont offert leur contribution concrète pour apporter un certain nombre de savoir-faire, de moyens, de technologies, pour aider le Nigeria à retrouver ces jeunes filles, à les libérer. Et nous sommes confiants dans la capacité de la communauté internationale à ce qu'elle agit ensemble. Les chefs de mission de l'ONU dans la zone ouest africaine se sont aussi exprimés sur la série d'élections prévues dans la sous-région en 2015. Ils comptent les encadrer dans le but d'empêcher les violences électorales. Le dialogue politique figure en bonne place. Parce qu'il est important que les deux parties ivoiriennes s'asseyent autour d'une table pour discuter. Parce qu'une fois qu'on commence à se parler, on commence à se comprendre. Et je pense que cette question de la CVI ne fait pas exception. Donc la façon dont nous pensons, nous comptons pouvoir régler cela, c'est de faire en sorte que les parties reviennent à la table de négociation. Selon les représentants de l'ONU, des avancées considérables sont notées dans le processus de stabilisation des États de l'Afrique de l'Ouest, en crise depuis des décennies. Pour pérenniser cette stabilité, les panélistes prévoient des mesures consensuelles entre les Nations Unies et les États concernés. Aliou Kane, merci. Toujours à propos de cette affaire, une vingtaine d'organisations de la société civile sénégalaise se sont réunies ce matin donc pour condamner le kidnapping de ces élèves par Boko Haram. Ces organisations exigent la libération immédiate de ces écolières et comptent manifester devant l'ambassade du Nigeria au Sénégal. Elles invitent le président Macky Sall également à prendre position face à cette prise d'otages qui ébranle la communauté internationale. Nous écoutons Ndeye Maguette Mbaye Camara, porte-parole du mouvement, au micro de Chérif Dia. Nous sommes réunis aujourd'hui en fait, pour élaborer un plan d'action, réagir face à ce qui se passe au Nigeria. Donc, c'est-à-dire au Nigeria, des jeunes filles, des jeunes lycéennes et des jeunes filles ont été enlevées par un groupe armé qui se réclame de religion et qui justifie ces enlèvements-là par la religion. Donc nous sommes là pour essayer, les organisations de la société civile sont regroupées aujourd'hui pour essayer de réagir dans les plus brefs délais pour obtenir la libération immédiate et sans condition de ces jeunes filles et leur retour dans leur famille. D'élaborer un mémorandum qui sera remis à l'ambassade du Nigeria au Sénégal. Nous prévoyons aussi des plans d'action qui seront communiqués ultérieurement à la population. Comme quoi, plan d'action? Alors nous pensons à un flash mob. Donc essayer d'alerter la communauté internationale par une petite chorégraphie qui pourra montrer l'indignation de la société sénégalaise face à ce genre de situation. Nous prévoyons aussi d'envoyer le mémorandum et d'envoyer une lettre au président de la République, Macky Sall, pour lui demander de réagir et de prendre une position claire, nette et précise sur cette situation. 1500, c'est le nombre de travailleurs de la société de conserverie en Afrique touchés par le chômage, sans emploi depuis le 30 avril dernier. Les accords de pêche renouvellement signés avec l'Union européenne y seraient pour quelque chose. Les travailleurs en collaboration avec la CNTS ont tenu une conférence de presse ce matin pour alerter l'opinion. Nous écoutons Lamine Fall, il est secrétaire général adjoint de la CNTS. Il est au micro de Maïmouna Ndiaye. Depuis quelques jours, quelques semaines, cette entreprise est à l'arrêt du fait de la non-reconduction d'un protocole d'accord que le ministère de la Pêche d'habitude signé avec les canneurs français et espagnols qui sont basés à Dakar pour lui permettre d'avoir un approvisionnement correct en thon et donc de faire travailler beaucoup de femmes particulièrement. Et maintenant, comble de malheur, l'accord de pêche vient maintenant plomber davantage l'activité parce qu'effectivement, les 38 bateaux des Européens viendront pêcher au Sénégal, mais il faut dire que l'accord avec l'Union européenne n'impose donc à ces bateaux que, disons, 20% de leur capture. Les autorités en tout cas seront saisies et maintenant nous apprécierons dans la semaine prochaine, si rien n'est fait, mais nous organisons une marche.
Levée du mot d'ordre de grève ce jeudi pour les travailleurs de la société de transport Dakar Dem Dik. Après 72 heures d'arrêt, les bus 3D sont à nouveau en circulation. Une grève jugée illégale si l'on se réfère au code du travail. Idem pour les associations consuméristes qui demandent aux grévistes d'y aller avec un peu plus de retenue pour ce genre de manifestation. C'est un reportage signé à Bintouloum et Modou Diop. Une grève inopinée des travailleurs de Dakar Dem Dik a plongé certaines populations dans un désarroi total. Une situation que déplorent les associations de consommateurs. Quand vous êtes concessionnaire de services publics, parce que le Dakar Dem Dik est concessionnaire de services publics de transport, il doit y avoir l'assurance d'un service minimum. Donc on ne peut pas arrêter tous les bus d'un coup. La grève, elle est très préjudiciable. Je donne un exemple. Il y a beaucoup d'élèves et d'étudiants qui avaient des abonnements, qui avaient cours. Certains avaient des devoirs, certains avaient des examens, en tout cas des contrôles, et se sont retrouvés du jour au lendemain sans transporteur. Un mouvement d'humeur qui ne respecte pas les normes du Code du travail, car l'on ne peut opérer une grève sans dépôt de plateforme revendicative ni préavis, selon cet inspecteur du travail. Si l'on s'en tient aux dispositions du Code du travail, la grève obéit à une procédure bien précise. Il faut donc nécessairement, avant que le mouvement ne soit déclenché, que les travailleurs déposent ce que l'on appelle une plateforme revendicative. Et la plateforme, effectivement, suite à l'échec des négociations constatées par un procès-verbal de non-conciliation, que cette plateforme soit suivie d'un préavis de grève. Et lorsqu'une telle procédure n'est pas observée, il est clair que, conformément aux dispositions du Code du travail, la grève devient une grève illicite. Les travailleurs de Dakar Dem Dik ont utilisé le rapport de force pour faire entendre leurs revendications. Une stratégie plus ou moins réussie au détriment des consommateurs. Nous parlons culture à présent avec les autorités de la Biennale de Dakar qui réclament l'ouverture d'un musée d'art contemporain mais aussi la réouverture du musée dynamique. Des doléances formulées lors de l'ouverture de la 11e Biennale de Dakar, des doléances prises en compte par Madame le Premier ministre Aminata Touré, nous disent nos reporters Fatima Ba et Modou Diop. C'est parti pour la 11e Biennale de Dakar. Plus de 120 artistes venus d'un peu partout dans le monde participent à cette manifestation culturelle. Le thème de cette année, produire le commun. Après 24 ans, j'ai senti la nécessité d'ouvrir cette biennale au monde entier. Cet événement est considéré comme la plus grande manifestation culturelle de l'Afrique et pourtant le Sénégal ne dispose d'aucun musée d'art contemporain. De pouvoir annoncer d'autres grandes expositions de cette envergure. Tout cela pour vous signifier, Madame le Premier ministre, l'urgente nécessité de nous réouvrir le musée dynamique de Dakar, de nous faire construire un musée d'art contemporain. Instituée par l'État en 1989, la Biennale se veut autonome pour plus de transparence. Cette tutelle de l'État pose des problèmes à la Biennale, car elle ne lui permet pas d'atteindre une autonomie qui l'autoriserait à faire des recherches de financement extérieur. Des doléances prises en compte par le Premier ministre qui prône la rupture. Monsieur le ministre, il est heureux que la modernisation de l'environnement juridique à laquelle les acteurs culturels ont toujours aspiré ait abouti à la mise en place de la société de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins à la satisfaction générale. C'est ainsi que, par exemple, nous nous emploierons à ce que chaque collectivité locale soit dotée d'au moins un musée, un théâtre, un cinéma et autres espaces d'exposition. La cérémonie s'est achevée avec la remise des prix aux lauréats de cette 11e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Le Grand Prix Léopold Sédar Senghor a été remporté par l'Algérien Driss Oudahi et le Nigérian Olu Amoda. Le prix Omar Ndao est quant à lui décerné au Sénégalais Amari Sobel Diop.
Fatima Ba, merci. Direction Kolda à présent, où les paysans commencent à se faire du souci à l'approche de l'hivernage. Ils n'ont toujours pas reçu leurs semences d'arachide et le matériel agricole qui leur est destiné. Plus de détails dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. À quelques encablures de l'hivernage et avec un ciel menaçant, les paysans de Kolda s'impatientent de recevoir leurs semences d'arachide. La campagne agricole est un peu moche par rapport aux aléas climatiques. Parce qu'aujourd'hui, tous les paysans sont dans l'angoisse. Les semences que nous recevons, il faut les décortiquer. Et que le ciel menace actuellement. Au plus tard, à partir du 15 mai, il faut s'attendre à une pluie. La zone sud, il ne faut pas tarder à donner les semences ni les matériels agricoles, et même les intrants. L'approche de l'hivernage nous perturbe comme c'est le cas en ce moment. Cela est dû au retard des opérations de cession des semences d'arachide. Comme nous n'avons pas assez de moyens, il faut qu'on nous donne les semences à temps. Sinon, nous risquons d'accuser du retard sur les semis. Dès le mois de juin, nous nous disons que nous sommes en hivernage. Alors, si l'on ne prenne pas ces dispositions et que l'hivernage se trouve dans de pareilles conditions, imagine ce que cela pourrait engendrer, alors que l'agriculture est notre vie. Les opérateurs semenciers ont déjà leur stock d'arachide dans les points de collecte, mais les sessions n'ont pas encore démarré. Cette année, ces paysans attendent près de 6 000 tonnes de semences d'arachide pour la campagne agricole en cours et 5 000 tonnes des autres variétés de semences toutes confondues. L'absence de matériel agricole leur préoccupe également, même s'il a été annoncé l'arrivée de plus de 1500 unités composées de semoirs, de houssines et de charrues, entre autres matériels agricoles destinés à Kolda. Qu'on diligente rapidement le matériel qui vient aux mains des paysans. Mais il ne faut pas attendre que les semences viennent après avoir cerclé. On donne le matériel, ça n'a plus d'importance. C'est à l'heure actuelle que nous avons besoin du matériel. Le Fouladou polarise de grands agriculteurs à l'image de ceux du département de Médina Yoro Foulah. Mais il déplore le fait qu'ils ne puissent pas accéder aux tracteurs que l'État aurait commandés et destinés à l'agriculture. Sur le quota d'engrais alloué aux paysans de Kolda, une certaine quantité est déjà en place. Présentement, nombreux parmi ces paysans sont en phase de débroussaillage de leurs champs et d'aucuns ont terminé et n'attendent que l'hivernage pour démarrer les premiers semis. Nous parlons santé à présent avec le programme national de lutte contre le paludisme qui lance sa nouvelle campagne d'aspersion intradomiciliaire. 4 districts sont visés, Vélingara, Kumpentoum, Koungheul et Malem Hodar. Objectif, éradiquer le paludisme en réduisant la longévité et la densité des vecteurs transmissibles de la maladie. Un sujet signé Aïssatou Païfal et Tierno Laurent Mendy. Éradiquer le paludisme, tel est l'objectif du plan national de lutte contre le paludisme. C'est à travers une campagne de pulvérisation, l'AID, aspersion intradomiciliaire, que le coordonnateur du programme compte atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, nous avons tenu ce point de presse pour parler des aspersions intradomiciliaires. Le programme national de lutte contre le paludisme essaie d'intégrer les interventions à efficacité prouvée pour atteindre son objectif de préélimination. Des méthodes de pulvérisation qui ne sont pas sans risque. C'est pourquoi une sensibilisation à l'endroit de la population est nécessaire. Une campagne qui est bien encadrée et comme vous le savez, nous avons le ministère de l'Environnement qui nous appuie dans cette intervention parce que on utilise les insectes. Il faut préserver l'environnement mais aussi les acteurs. Des contraintes de coûts et de logistique. Le projet ne pourra s'étendre que dans 4 districts. C'est les districts de Vélingara, Kumpentoum, Malem Hodar et Koungheul. C'est une intervention qui est certes coûteuse, mais qui a une efficacité prouvée. Et c'est pourquoi, grâce à l'appui de PMI USAID, cette intervention, depuis 2007, a été mise en œuvre au Sénégal. Depuis 2007, l'aspersion intradomiciliaire est utilisée en vue d'une élimination future du paludisme, une mesure efficace qui a commencé à porter ses fruits. Aïssatou Païfal, merci. À présent, le focus du jour qui porte sur les affiches publicitaires en cette veille des élections locales. Une période prospère pour les agences de publicité, Léa, qui reçoivent beaucoup de commandes. Oui, chère Tidiane, très prisée par les politiques pour la confection d'affiches et de prospectus. Les agences de publicité prennent toutefois leurs précautions avec leurs clients pour éviter d'éventuels problèmes. En matière de paiement, c'est donc 100% dès la commande. Fatima Ba, Modou Diop.
Les agences de publicité très sollicitées par les politiques à quelques semaines des élections locales pour des besoins d'affiches ou autres supports de communication. En ces périodes de campagne électorale, on a toujours des sollicitations concernant nos panneaux publicitaires. Donc ça, c'est une évidence. Mais en fait, je dois signaler que cette année, la période de la campagne est un peu particulière. Parce que ça coïncide avec pratiquement le début du Ramadan. Donc, et du coup, en fait, c'est des moments de très forte riche en termes de besoins d'outdoor. Néanmoins, certains politiques ont déjà commandé soit chez nous, soit chez mes collègues, donc pour la campagne. Bon client, mauvais client, toutes les dispositions sont prises avec les politiques pour éviter d'éventuels problèmes. Je dirais que c'est des clients occasionnels. C'est des clients occasionnels dans la simple et bonne raison que ce n'est tout juste par rapport à une période déterminée, une fois par 5 ans et une fois par 7 ans pour les présidentielles qu'ils font appel à l'affichage. Tout client occasionnel a des conditions de paiement différentes de nos clients réguliers. Donc je parle des annonceurs, des agences et consorts. Donc pour ces clients occasionnels, donc on ne peut pas avoir de problème parce que les conditions, c'est 100% à la commande. Des affiches sont déjà confectionnées pour des partis et coalitions de partis, mais secret professionnel oblige, ils ne souhaitent pas en dire davantage. On a confectionné des affiches. Je ne saurais vous dire, parce qu'en fait, c'est des clients qui sont anonymes. Les politiques mettent sur la table des millions pour des affiches et autres prospectus, ce qui augure d'un scrutin âprement disputé. Fatima Ba, certains clients ne se donnent même pas la peine de prendre contact avec ces agences de publicité. Ce sont les murs des édifices qui leur servent de support de propagande. Une pratique illégale, mais pas tout le temps sanctionnée. Reportage signé Nafissa Toussila et Kolo Cissé. À moins de 2 mois des élections locales, une campagne d'affichage s'annonce un peu partout dans les rues de Dakar. Même si elle est timide, elle s'inscrit dans l'illégalité. Les 30 jours qui précèdent l'ouverture de la campagne, il est formellement interdit de faire de la propagande. L'affichage ne respecte pas les règles actuelles parce que, bon, du fait que ce n'est pas encore, il n'y a pas encore une ouverture. Donc, à partir de ce moment, donc les affichages qui se font actuellement sont hors normes. Pour l'heure, l'affichage se fait de manière anarchique et ne respecte pas la réglementation. Il y a des emplacements qui sont réservés et il appartient maintenant à l'autorité locale de prendre les dispositions conformément à la loi pour que cette réglementation soit respectée. Il y a des emplacements appropriés qui sont réservés aux candidats. Autre mode opératoire pour faire sa propagande, les graffitis sur les murs, une pratique vraiment prohibée. Quand ça fuse de partout, c'est vraiment fait de façon anarchique. Ça, je pense que c'est des situations quand même qui sont déplorables. On ne peut pas se lever un bon jour et dire « Ok, bon, moi, selon mes goûts, je fais n'importe quoi sur les murs ». C'est vraiment scandaleux. Parce que quand on prétend diriger une commune, une ville, on doit quand même sauvegarder l'existant. La loi s'est bien organisée pour réprimer ces actes, mais des efforts restent à faire. Il y a des sanctions qui sont prévues. Bon, ce n'est pas très corsé. Et il appartient maintenant à l'autorité déconcentrée de prendre les dispositions idoines pour que cette loi soit vraiment respectée. Nombreux sont les candidats aux élections locales qui dérogent à la règle sans risque de sanction. Le comble, c'est qu'après la campagne, les murs ne sont pas nettoyés et les affiches non décollées. Les affiches placardées sur les murs de la ville. Et qu'en pensent les Sénégalais rencontrés? Entre ceux qui cautionnent ces outils de communication utilisés par les politiques, d'autres, comme les environnementalistes, y sont totalement opposés. Ils les considèrent comme nuisibles à l'environnement. Aminata Mbaresso, Tierno Laurent Mendy. Le décor ne passe pas inaperçu. Dans la capitale sénégalaise, les murs sont devenus des supports de communication pour certains. Les messages ou les graffitis et les affiches participent de surcharge communicationnelle. En général, on ne peut pas lire quel est le contenu du message. Je n'apprécie pas le fait d'écrire sur les murs. Je dis, c'est pur et simple une publicité pour les politiciens. Pour les affichages politiques, d'accord, je suis d'accord. Mais pour les autres, je ne suis pas tout d'accord. C'est pas bon. C'est vraiment sauvage. Ces messages qui ne répondent à aucune norme irritent des citoyens dépassés par les événements.
cela peut entraîner la rupture de l'harmonie et de l'esthétique des couleurs. On dit l'harmonie des couleurs est facteur d'esthétique. Et malheureusement, en faisant des graffitis ou des affichages, on rompt la linéarité et l'esthétique qui était recherchée. En plus de salir l'image de la capitale sénégalaise, ces graffitis et autres messages agressent le cadre de vie. Une bonne surveillance de la police peut-être. Je t'ai donné l'exemple du mur de l'intendance. Auparavant, je vois des gens venir écrire, mais l'armée a pris des mesures pour pointer des militaires qui surveillent les murs. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Les Sénégalais eux-mêmes qui doivent savoir que ça c'est bon ou bien c'est pas bon. Un message fort à la classe politique ainsi qu'aux autres qui agissent de la sorte, qui doivent penser à l'environnement. Aminata Mbaresso, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Léa, merci. Merci, cher Tidiane. Et bon week-end. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec Ibrahim Akan. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Alassane Samba Diop dans son émission Questions directes. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.